Le 6 juin 1944, à 02h17 précise, sur une plage étroite de Normandie baptisée Utah Beach, un sergent américain nommé Jack Harlan fixe l'horizon noir comme l'encre. Les vagues claquent contre la coque de son Higgins Boat, un landing craft surchargé de 36 hommes du 2e bataillon Rangers. Il est 02h17 et l'air pue le sel, le gasoil et la peur. Harlan sait que dans exactement 43 minutes, les portes s'ouvriront. Mais ce qui rend cette nuit absurde, c'est ce silence. Pas un coup de feu, pas un obus, seulement le ronron des moteurs et le souffle haletant de ses gars. Des mois de préparation pour D-Day. Et pourtant, à cet instant, tout semble calme. Trop calme. Harlan serre son Thompson contre sa poitrine. Il y a 200 mètres de plage à franchir sous un feu probable. Et 10 000 Allemands attendent dans les bunkers, à 2 pas. Mais l'erreur qui va tout faire basculer n'est pas encore visible. Elle est là, dans un détail idiot, humain. Une cartouche mal rangée, oubliée dans la précipitation d'un briefing à Londres. Et en 43 minutes, elle va transformer cette invasion en cauchemar. Reculons de quelques heures. Non, de plusieurs mois. Jack Harlan n'est pas né pour la guerre. Il vient de Brooklyn, un quartier dur où les rues sentent le pain frais le matin et la sueur le soir. Né en 1918, fils d'un docker irlandais et d'une couturière polonaise, il a grandi à taper dans un ballon de foot usé contre les murs de briques. À 16 ans, il bosse déjà comme mécano dans un garage crasseux, réparant des Ford cabossés pour des gangsters du coin. Pas le genre à philosopher. Harlan est un type pratique, solide. 1,85 m, épaules larges, mains calleuses, qui répare tout ce qui casse. Quand Pearl Harbor frappe en 1941, il s'engage sans un mot. Pas par patriotisme flamboyant, juste parce que son frère aîné, Tommy, est déjà sous les drapeaux en Europe et qu'il ne veut pas rester en arrière. Les recruteurs le voient comme un bon élément, calme, sous pression, bon tireur. Il atterrit chez les Rangers en 1942, l'élite des forces spéciales. Entraînement à Fort Benning, puis en Écosse. Des marches de 30 km avec 40 kilos sur le dos. Des nuits à ramper dans la boue sous la pluie battante. Harlan apprend vite. Il n'est pas le plus bavard du peloton, mais quand il parle, c'est pour trancher. Sa première vraie épreuve, c'est en Afrique du Nord, novembre 1942. Opération Torche. Il est sergent depuis 3 mois. Son unité doit prendre un port à Alger, tenu par les vichistes. À 04h du matin, ils descendent d'un navire sous un clair de lune pâle. Harlan commande un petit groupe de 8 hommes. Tout va bien jusqu'à ce qu'un projecteur ennemi balaie la plage. Feu nourri. Ces gars tombent comme des quilles, 2 morts sur le coup. Un autre hurle avec une balle dans la cuisse. Harlan ne panique pas. Il couvre la retraite, tire au jugé depuis un rocher. Il sauve 4 des siens ce jour-là. Pas de médaille tape à l'œil, juste une tape dans le dos du capitaine. Mais ça forge un homme. Harlan comprend que la guerre, c'est des choix rapides. Pas de temps pour les regrets. De là, il passe en Sicile, juillet 1943, opération Husky. Cette fois, c'est pire. Les Rangers escaladent des falaises près de Gela sous un bombardement allemand. Harlan est en tête, grimpant avec un grappin et une corde. À mi-hauteur, une grenade explose juste au-dessus. Éclat partout. Son meilleur ami, Mickey, glisse et s'écrase 10 mètres plus bas. Harlan continue. Il plante un drapeau américain au sommet avant l'aube. Ses hommes le suivent parce qu'il ne flanche pas. Il a vu la mort de près. Une fois, une balle l'effleure au casque à Casablanca. Une autre, il sort d'un bunker en flammes avec un blessé sur l'épaule. Chaque fois, il décide, sauve qui peut, avance. Maintenant, imaginez-le en Angleterre. Fin 1943. Les mois de préparation pour D-Day commencent. Harlan est affecté au 2e bataillon Rangers, sous les ordres du colonel James Rudder. Campement près de Portsmouth, des simulations sans fin, atterrissage sur des plages artificielles en Écosse, cartes étalées sur des tables en bois, plans minutés. Le 2e Rangers a une mission clé, escalader le Pointe du Hoc, un promontoire à 8 km d'Utah Beach, des falaises de 30 mètres, hérissées de bunkers avec des canons de 155 mm qui pourraient déchiqueter la flotte alliée. Des mois à répéter. Harlan supervise l'armement,
Thompson, grenades, Bangalores pour faire sauter les barbelés, chaque cartouche comptée, chaque charge vérifiée. Mais la guerre, c'est humain. À 2 jours du départ, lors d'un dernier briefing à Londres, la fatigue joue. Les hommes sont épuisés. Un sergent adjoint, un gamin de 22 ans nommé Ellis, range les munitions dans les caisses. Il est crevé après une nuit blanche. Une cartouche de 45 ACP glisse. Elle tombe par terre, roule sous une table. Personne ne la voit. Ellis hausse les épaules. C'est rien, pense-t-il. Des milliers d'autres attendent. Harlan est ailleurs, en train de vérifier les gilets par balles. L'erreur est mineure, apparemment. Mais elle va voyager dans une caisse mal fermée jusqu'au Higgins Boat. Et là, à 02h17 sur la Manche, elle attend son moment. Harlan, dans le bateau qui tangue, sent l'adrénaline monter. Ces hommes sont silencieux. Certains prient, d'autres fument leur dernière cigarette. À 02h30, les moteurs ralentissent. La côte se profile, sombre et menaçante. Les premières lueurs d'obus illuminent le ciel. Le débarquement commence. Mais dans la cale, cette cartouche oubliée vibre doucement contre le métal, prête à tout changer. La tension grimpe. Harlan ajuste son casque. Il sait que les falaises les attendent. 200 Rangers contre un régiment allemand, des mois de sueur pour ce saut dans l'inconnu. Et pourtant, l'erreur couve, invisible, et prête à exploser. Les vagues cognent contre la coque. Le Higgins Boat avance dans l'obscurité, moteur grondant. À bord, Jack Harlan sent l'humidité collée à sa peau. Ses hommes sont tassés, armes serrées contre eux. Personne ne parle. Seuls les craquements du bois et le clapotis de l'eau brisent le silence. Il est 02h35 maintenant. La côte normande se rapproche. Une ombre massive, sous un ciel chargé de nuages. Harlan jette un œil à sa montre. Encore 8 minutes avant que les rampes ne s'abaissent. 8 minutes pour que tout bascule. Revenons à ces derniers jours en Angleterre. Fin mai 1944. Les Rangers du 2e bataillon sont parqués dans un camp près de Slapton Sands, un coin isolé du Devon. Des barbelés entourent les tentes. Des sentinelles patrouillent jour et nuit. L'opération Overlord est imminente, mais personne ne le dit à voix haute. Harlan supervise les derniers entraînements. Des simulations d'assaut sur des maquettes de falaises en carton-pâte. Des hommes glissent, se relèvent, chargent à nouveau. La sueur coule, les muscles brûlent. Harlan est partout. Il corrige une prise sur un grappin. Il ajuste un harnais trop lâche. « Serrez ça, ou vous finirez en pâté pour les crabes », grogne-t-il à un bleu. Il a 26 ans maintenant. Le visage buriné, des cicatrices aux mains, des cordes et des outils. Pas le genre à se plaindre. En Sicile, après l'escalade de Gela, il a vu ses hommes saigner sur les rochers. Un obus a arraché la moitié d'un bras à un caporal. Harlan l'a traîné jusqu'à un abri, bandé la plaie avec sa chemise déchirée, pas de médecin en vue, juste du sang et des cris. Il a tenu la nuit entière, veillant sur le blessé. Au matin, l'homme a survécu. Harlan n'en parle pas. C'est son job, prendre des décisions quand les autres hésitent. Ses souvenirs le hantent pendant les briefings. À Portsmouth, une semaine avant l'embarquement, le colonel Ruder réunit les officiers. Carte étalée, photos aériennes des falaises de Pointe-du-Hoc. On escalade à 06h30. On neutralise les canons. Pas d'erreur, dit Ruder d'une voix ferme. Harlan hoche la tête. Il sait ce que ça veut dire. Les falaises font 30 mètres de haut, presque verticales. Des nids de mitrailleuses partout. Les Allemands ont creusé des trous pour leurs canons de 155 mm. Si ces pièces tirent, elles couleront une douzaine de navires alliés avant même que les troupes ne touchent la plage. Harlan gère l'intendance pour sa compagnie. Munitions, explosifs, rations, tout est compté au milligramme. Les caisses de 45 ACP pour les Thompson arrivent par camion bâché. Ellis, son sergent adjoint, un gosse du Midwest avec des taches de rousseur et un accent traînant, aide à décharger. « Combien on en a ?» demande Harlan en empilant les boîtes. « 2000 par homme, sergent, plus les réserves, » répond Ellis, essuyant la sueur de son front. Il travaille jusqu'à minuit. Les lampes à huile fument, l'air sent la poudre et le métal huilé. C'est là que l'erreur se glisse. Ellis range les cartouches dans une caisse en bois. Ses mains tremblent un peu.
Il n'a pas dormi depuis 18 heures. Une cartouche calibre, 45 tombe. Elle roule sur le sol en terre battue, se loge sous une étagère. Ellis la cherche du regard, mais l'éclat de sa lampe vacille. « Merde, où elle est passée ?» marmonne-t-il. Harlan est à l'autre bout de la tente, vérifiant les grenades à main. Il n'entend pas. Ellis hausse les épaules. Il referme la caisse à moitié vide. « C'est qu'une, » se dit-il. Les autres sont là. Personne ne s'en aperçoit. La caisse est scellée le lendemain, chargée sur un camion pour le port. Harlan, lui, pense à sa famille. Une lettre de sa mère est arrivée ce matin. « Reviens entier, Jackie. » Il la range dans sa poche poitrine. Pas le temps pour les sentiments. Le lendemain, ils embarquent pour un exercice final. Des barges sur la mer agitée, vagues de 3 mètres, plusieurs bateaux chavirent. 2 hommes se noient. Harlan en repêche un, le tire par le collet jusqu'à la plage. Respirez, bon sang. Il frappe le dos de l'homme jusqu'à ce qu'il crache l'eau. Encore une décision sous pression, encore une vie sauvée. Les jours suivants filent. Le 4 juin, embarquement reporté à cause du temps. Les hommes rongent leurs freins dans les baraquements. Harlan fait des pompes pour évacuer la tension. Ses biceps saillent, vin gonflé. Il a le corps d'un ouvrier, pas d'un soldat de parade. Le 5 juin, au soir, l'ordre tombe. Départ à minuit. Les Rangers montent dans les camions, direction les quais de Weymouth. Harlan vérifie son unité. 36 hommes par bateau, armes, munitions, grapple. Tout semble en ordre. La caisse d'Ellis est là, au fond du camion. La cartouche oubliée vibre contre les planches. À bord du HMS Ben Micree, le transporteur, ils attendent. La mer est calme. Pour une fois, Harlan distribue les dernières instructions. On touche la pointe à 06h30. Escalade en 10 minutes, couvrez-vous mutuellement. Ces hommes hochent la tête. Ils lui font confiance. Il les a sortis du pétrin en Afrique. En Italie, lors d'un raid sur Anzio, il a neutralisé un nid de mitrailleuses seul. Une balle dans l'épaule, mais il a continué. Le doc l'a recousu après. « T'es un dur, Harlan », lui a dit le colonel. Maintenant, dans le Higgins Boat qui file vers la Normandie, la réalité frappe. Il est 02h45. Les premiers éclairs zèbrent le ciel au loin. L'artillerie navale alliée commence à pilonner. Des explosions sourdes roulent sur l'eau. Harlan sent le bateau ralentir. Le rampier crie « 5 minutes !» Les hommes se redressent, cœur battant, sudation froide. Harlan serre sa Thompson. Il pense à l'entraînement, aux falaises qu'ils ont gravies 100 fois en simulation. Mais ici, c'est réel. Les Allemands sont là, invisibles, dans l'ombre. Le bateau tangue plus fort. Une vague éclabousse le pont. Quelqu'un vomit par-dessus bord. Harlan ignore le bruit. Il fixe la côte. La pointe du Hoc se dresse. Un mur noir de 30 mètres. Des flammes dansent au sommet, là où les obus tombent. Ces hommes chargent leurs armes. Clic métallique. Harlan vérifie la sienne. Chargeur plein. Il ne sait pas encore que dans la cale, près des caisses, cette cartouche solitaire attend. Prête à se coincer, à bloquer un mécanisme, à transformer un assaut planifié en chaos pur. La tension monte d'un cran. Le rampier hurle. « Rampe prête !» Harlan inspire profondément. L'air salé lui pique les poumons. 3 minutes. La guerre est là, inévitable. Et l'erreur, cette faille humaine si petite, voyage avec eux, vers le bord du précipice. Le bateau heurte une vague plus forte et l'eau gicle par-dessus le bastingage. Jack Harlan s'accroche à la sangle de son gilet. Il est 02h50. La pointe du Hoc grandit dans l'ombre, un géant de pierre criblé de cratères fumants. Les obus alliés pleuvent du ciel, des traînées orangées qui s'écrasent en boules de feu au sommet. Le grondement distant fait vibrer les planches sous leurs pieds. Harlan sent le sel piquer ses lèvres gercées. Ses hommes transpirent, malgré le froid. Un caporal, un gamin de Philly nommé Ruiz, murmure une prière en espagnol. Harlan ne dit rien. Il fixe la falaise. 30 mètres de muraille. Des mois pour ça. Revenons à ces nuits en Angleterre, juste avant l'embarquement. Harlan n'est pas du genre à douter, mais la pression monte. Fin mai, après un exercice raté sur Slapton Sands, il rassemble ses hommes autour d'un feu de camp. Les flammes crépitent, l'air sent la fumée et l'iode.
Écoutez-moi bien, dit-il d'une voix basse. En Afrique, on a perdu la moitié du peloton sur une plage comme celle-là. Mais on a avancé, parce qu'on décide vite, pas de temps pour les peurs. Ces gars hochent la tête. Ils savent qu'ils parlent vrai. Harlan a déjà vu le chaos de près. À Anzio, en janvier 1944, son unité est coincée dans un fossé sous un déluge d'artillerie. Les Allemands contre-attaquent à l'aube. Harlan rampe jusqu'à un bunker ennemi seul. Il balance une grenade par la fente. L'explosion secoue la terre. 3 Boches sortent en titubant. Il les abat d'une rafale. Son épaule saigne, mais il tient la position jusqu'au renfort. Le colonel le cite plus tard. Harlan a sauvé la compagnie. Pas de fanfare, juste le respect des hommes. Ces moments forgent. Harlan comprend que la guerre récompense les types qui agissent, pas ceux qui calculent trop. En Sicile, après Gela, il a porté un officier blessé sur 2 kilomètres sous le feu. Le type avait une balle dans le ventre, du sang partout. « Lâchez-moi, sergent », a-t-il haleté. Harlan a grogné. « Pas question ». Il l'a déposé chez les médics à l'aube. L'officier a survécu. Harlan porte encore la cicatrice sur l'épaule, un sillon blanc comme une corde. Ça le rend plus fort, plus calme. Quand les briefings s'enchaînent à Portsmouth, il reste focalisé. Cartes, photos, horaires. La mission est claire. Escalader la pointe à 06h30, neutraliser les canons de 155 mm. Ces pièces pourraient raser les barges sur Utah Beach, 10 km plus à l'ouest. Des milliers de vies en jeu. Le 5 juin, à Weymouth, l'embarquement final. Les camions grondent dans la nuit. Harlan vérifie les caisses une dernière fois. Munitions alignées, grenades comptées. Ellis, son adjoint, charge la dernière boîte de 45. « Tout est là, sergent, » dit-il. Le visage pâle sous la lune. Harlan acquiesce. Il ne voit pas la caisse bancale, celle où la cartouche s'est logée. Elle voyage avec eux, secouée par les ornières. À bord du Ben Mikri, les hommes s'entassent dans les cales humides. Harlan distribue les rations, biscuits secs, chocolat amer. Mangez, ça sera long. La mer est plate ce soir-là. Pas de tempête, mais la tente ronge. Harlan arpente le pont, fumant une Lucky Strike. Il pense à Tommy, son frère, quelque part en Italie. Une lettre récente. « Tiens bon, frangin ». Il la froisse dans sa poche. Le 6 juin approche. À 23h, les moteurs démarrent. Les Rangers descendent dans les Higgins Boats via des filets glissants. Harlan en tête de sa compagnie. 36 hommes par embarcation, armes huilées, grapples accrochées aux ceintures. La caisse d'hélice est fixée au fond, près des bancs. La cartouche oubliée roule imperceptiblement avec le tangage. Personne ne s'en doute. Harlan s'assoit à l'avant, Thompson sur les genoux. Le bateau s'éloigne du transporteur, moteur tout sautant. Il est minuit passé. La Manche est noire, parsemée d'une flotte immense. Destroyers, croiseurs, barges. Des milliers de navires pour Overlord. Harlan sent l'excitation mêlée à la glace dans les veines. Ses hommes sont prêts. Ruiz charge son M1. Un autre, un Texan costaud nommé Hale, vérifie ses bangalores, ses tubes explosifs pour les barbelés. À 01h30, les premiers signes. Des fusées éclairantes au loin sur Omaha Beach. Les Allemands réagissent. Des tirs anti-aériens zèbrent le ciel. Harlan ajuste son casque. « Restez groupés », ordonne-t-il. Le bateau accélère, coque fendant les vagues. L'air vibre des explosions navales. À 02h, le commandant de la barge crie « Cible en vue !» La pointe du Hawk émerge, silhouette menaçante. Les falaises percent la nuit, couronnées de fumée. Les obus alliés martèlent le sommet, creusant des trous béants. Harlan imagine les canons allemands, ces monstres de 151 cm tapis dans leur casemate. S'ils tirent, c'est la fin pour la flotte. Le tangage s'intensifie. Une vague soulève le Higgins, le fait retomber avec un choc sourd. Quelqu'un jure. Harlan pose une main sur l'épaule de Ruiz. Respire. On y est presque. Il est 02h55. La tension grimpe comme une lame. Ses hommes sentent la peur, mais ils regardent Harlan. Lui, il a déjà affronté pire.
À Torche, sur cette plage d'Alger, il a sorti un gosse d'une mitrailleuse en rampant sous les balles. Le gamin avait 19 ans, yeux écarquillés. Arlan l'a traîné par la bretelle, couvert de sable et de sang. « Bouge !» a-t-il crié. Ils ont rejoint les lignes à l'aube. Le gosse vit encore, quelque part. C'est sauvetage. Arlan les porte en lui. Ils le rendent inébranlable. Le rampier hurle « Une minute !» Le bateau ralentit, moteur en reverse. L'eau clapote contre la coque. Arlan se lève, jambes fléchies. La falaise est là, à 200 mètres. Des éclairs au sommet. Des cris lointains, portés par le vent. Les Allemands sont réveillés. La rampe s'abaisse dans un grincement métallique. L'eau glacée gicle à l'intérieur. « Go! Go !» crie Arlan. Ces hommes se ruent dehors, pataugeant dans les vagues jusqu'aux genoux. Le courant les plaque contre le flanc du bateau. Arlan saute en premier, Thompson levé. L'eau lui monte à la poitrine, froide comme un poing. Il nage vers la plage étroite au pied de la falaise, rochers glissant sous les pieds. Derrière lui, le chaos commence. Un obus ennemi éclate près d'un bateau voisin. Des hurlements. Arlan atteint le rivage, s'accroupit derrière un bloc de pierre. Ses hommes le rejoignent, trempés, armes dégoulinantes. Il est 03h05. La pointe domine, muraille impénétrable. Les grapples doivent partir. Arlan sort le sien, corde enroulée. Préparez les lancements. Ses gars fixent les crochets. Ruiz tremble, mais il obéit. Hale bande son arc de lancement. La première corde file dans l'air, s'accroche à mi-hauteur. Arlan attrape la base. Montez! Mais dans la cale du bateau, abandonnée sur l'eau, la caisse d'hélice tangue encore. La cartouche solitaire se coince contre une paroi, prête à interférer. Pas encore. La nuit est jeune. L'assaut grimpe. Arlan commence l'escalade, main agrippant la corde mouillée. Chaque mètre compte. La guerre frappe à la porte. Les cordes pendent comme des veines tendues contre la falaise trempée. Jack Arlan grimpe le premier, ses bottes raclant la pierre glissante. L'eau de mer goutte de son uniforme, lourde comme du plomb. Il est 03h10. Chaque prise est une lutte. La falaise de Pointe-du-Hoc s'élève, verticale, criblée d'impacts d'obus. Des éclats de roches tombent en pluie fine, sifflant près de ses oreilles. En bas, ses hommes suivent, haletants, les grapples fixées à mi-hauteur. Ruiz glisse une fois, jure en espagnol, se rattrape d'une main. Hale pousse derrière, son corps massif bloquant les vagues qui claquent encore contre les rochers. Arlan sent ses muscles brûler. 20 mètres déjà. Le sommet est là, à 10 de plus. Des flammes lèchent les cratères au-dessus, où l'artillerie alliée continue de marteler. Des explosions sourdes font trembler la paroi entière. Il entend des cris allemands maintenant, portés par le vent salé. Les Boches sont alertés, mitrailleuses qui crachent au loin. Pas encore sur eux. Pas encore. Arlan pousse sur ses bras, ignore la coupure qui saigne sur sa paume. Il a escaladé pire en Sicile, sous la lune, avec des grenades qui pleuvaient. Là, Mikey est tombé. Ici, il ne tombera pas. À mi-chemin, un obus ennemi frappe la mer à 30 mètres du bateau abandonné. L'eau jaillit en geyser, trempe les derniers grimpeurs. Arlan lève la tête. Des silhouettes se dessinent au bord. Casques allemands, ombre qui court. Un projecteur balaie la falaise, aveuglant. « Couvrez !» crie-t-il, la voix rauque contre le vent. Hale, en bas, tire au M1. Craquement sec. Une ombre bascule du haut, corps qui chute comme une poupée. Mais d'autres ripostent. Balles qui ricochent sur la roche, sifflant comme des guêpes. Ruiz pousse un grognement, touché à l'épaule. « Je tiens, sergent !» Arlan ne s'arrête pas. Il grimpe. 8 mètres restants. Revenons à ces exercices en Écosse, des mois plus tôt. Arlan forçait ses hommes à répéter l'escalade 100 fois sur des falaises artificielles, sous la pluie qui fouettait comme des lanières. Plus vite! Les Allemands ne vous attendent pas avec du thé. Les cordes glissaient, les mains saignaient. Un soir, après une chute collective, il les a relevés un par un. La guerre, c'est pas une répétition, c'est une fois, et on passe. Ils l'ont suivi parce qu'ils savaient. En Afrique, à Torche, il avait grimpé un môle sous le feu portant un fusil mitrailleur sur l'épaule. Les balles traçaient des lignes de feu dans l'air. Il avait atteint le sommet, abattu 2 sentinelles. Ses hommes avaient débarqué sans perte. Ses souvenirs le portent maintenant comme un carburant froid dans les veines. Le sommet approche. Arlan hisse son corps par-dessus le rebord, roule sur l'herbe boueuse.
Il est 03h18. L'air pue la cordite et la terre retournée. Cratères partout, fumant, profonds comme des tombes. Il sort sa Thompson, chargeur enclenché. Ses hommes émergent d'un à un, visage noir de sueur et de sel. 24 sur 36, 12 restés en bas, emportés par le courant ou les balles. Harlan ne compte pas. Pas encore. Formez les équipes, canons en priorité. Ils se déploient, rampant dans les trous. Des mitrailleuses MG-42 aboient au loin, traçant des arcs de feu. Une balle frôle le casque de Hale. Ils ripostent, grenade en main. Ils avancent par bonds. Harlan en tête, vers le premier bunker. 30 mètres de terrain ouvert, piégé de barbelés. Il lance un Bangalore, un tube explosif qui roule et explose dans un flash orange. Barbelés qui volent en éclats. Ses hommes chargent, tirs croisés. Un ranger tombe, poitrine ouverte. Harlan tire au jugé. Rafale qui fauche 2 Allemands sortant d'un abri. Le bunker est là, béton armé, fente noire. Il balance une grenade par l'ouverture. Explosion étouffée, cris à l'intérieur. Ils entrent, fumée âcre. 3 Boches morts, armes tordues. Pas de canon de 155, déplacé. Harlan serre les dents. La mission change, continuez. Mais la tension monte. À 03h25, ils atteignent le 2e site. Obus qui pleuvent encore, alliés ou ennemis, impossible à dire. Le sol tremble. Harlan sent l'adrénaline piquer comme de l'acide. Ses hommes halètent, armes chaudes. Ruiz, épaules bandées avec un chiffon, couvre l'arrière. Sergent, on les a. Un canon émerge camouflé sous des filets, gros, menaçant, 150 cm pointés vers la mer. Des servants allemands s'agitent autour. Harlan ordonne « Feu !» Rafale, les Boches se jettent à terre, mais l'un d'eux riposte MP40 qui crache. Hale s'effondre, jambes touchées. « Putain !» grogne-t-il. Harlan avance, Thompson levé. Il presse la détente. Clic, rien, la culasse se coince. Une cartouche mal engagée bloque le mécanisme. Il secoue l'arme, jure à voix basse. Pas le temps. Il sort son Colt, 45, tire 2 fois. Un Allemand tombe, mais les autres se relèvent. Charge. Ses hommes couvrent, balles qui sifflent. Harlan frappe avec la crosse, sent l'os céder sous le métal. Un Boche s'écroule à ses pieds. Il récupère l'arme de l'homme, une Luger, et tire. Le canon est neutralisé, servant mort ou en fuite. Mais le doute s'installe. Pourquoi sa Thompson? Il jette un œil rapide. La cartouche coincée, calibre. 45, cabossée, comme si elle avait roulé trop longtemps. À 03h30, le peloton pousse plus loin. 3e bunker. La falaise vibre d'explosions. Des renforts allemands descendent des pentes. Ombres en file indienne. Mitrailleuses qui montent en cadence. Harlan rampe dans un cratère. Son nouveau pistolet chaud dans la main. Ses hommes perdent du terrain. 5 de plus au tapis, corps tordu dans la boue. Il crie des ordres, voix cassée par la fumée. « Tenez la ligne, les canons d'abord !» En tête, il sait que l'erreur mineure, cette cartouche oubliée dans la caisse d'hélice, a voyagé jusqu'ici. Elle a glissé dans son chargeur lors du chargement hâtif sur la plage. Un détail idiot, humain. Et maintenant, elle coûte cher. Des mois de préparation, des simulations infinies pour que ça coince au pire moment. La bataille s'intensifie. À 03h35, un contre-attaque allemand déferle. Des grenades qui roulent dans les trous. Explosion qui soulève la terre. Harlan plonge, protège Ruiz d'un éclat. Son oreille bourdonne. Il tire, abat un assaillant à 5 mètres. Le sang gicle, chaud sur sa manche. Ses hommes reculent pas à pas, vers le bord de la falaise. Le vent porte les hurlements de la flotte en bas, barge qui accoste sous le feu. Utah Beach est à 8 km, mais ici, c'est l'enfer personnel. Harlan sent la fatigue peser, mais il décide. Recharger. On reprend le terrain. Il se relève, arme fumante. La nuit pulse de mort. L'erreur a ouvert une brèche, mais Harlan la comble à coups de plomb. Le chaos psychologique ronge. Chaque clic raté est un fantôme. Mais il avance, inébranlable. La pointe n'est pas prise. Pas encore. Le soleil pointe à l'horizon rosé sanglant. La guerre accélère. Le soleil se lève lentement. Un disque rouge qui saigne sur l'horizon normand. Il est 03h40. Jack Harlan rampe dans la boue, le pistolet allemand encore chaud dans sa main.
La pointe du hoc tremble sous les obus. Chaque explosion fait jaillir la terre comme une fontaine noire. Ces hommes sont à genoux autour de lui, visages noircis, yeux injectés de sang. 20 sur 36 maintenant. Les autres gisent en bas, emportés par les vagues ou les balles. Harlan sent le sel piquer sa coupure à la paume. Il ignore la douleur. La Thompson gît à ses pieds, chargeur coincé par cette cartouche cabossée. Un détail stupide. Une erreur d'hélice, oubliée dans la précipitation. Des mois de plans, de sueur en Angleterre, pour que ça bloque maintenant. Un cri perçant déchire l'air. Renforts allemands, une trentaine, descendant la pente en courant, baïonnette au canon. Mitrailleuses MG42 qui montent en régime, un vrombissement infernal. Harlan se redresse à demi. « Feu !» Sa voix coupe le chaos comme un couteau. Ses Rangers tirent en rafale. Craquement sec des M1. Balles qui sifflent, ricochent sur les rochers. Un Allemand s'effondre à 10 mètres, poitrine explosée. Mais ils avancent, ombre grise dans la fumée. Une grenade roule vers le cratère de Harlan. Il la voit, ronde, mortelle. Il plonge sur Ruiz, le plaque au sol. L'explosion soulève la boue. Éclat qui fouette l'air. Harlan sent un choc à la cuisse, chaud et humide. Sang. Il serre les dents. Pas le temps. Il se relève, boitant. Le pistolet crache 2 coups. Un Boche tombe, visage figé en grimace. Mais la ligne craque. Hale, la jambe blessée, tire une grenade. Elle atterrit mal, trop courte. Explosion qui blesse 2 Rangers. Chris, couvrez-moi! Harlan charge seul, zigzagant entre les trous. Le sol aspire ses bottes. Son cœur cogne comme un marteau. Chaque pas est une décision. Avancer ou mourir. Il abat un Allemand à bout portant, sans l'odeur de la poudre et de la chair brûlée. La cartouche coincée hante son esprit. Si sa Thompson avait marché, Hale serait debout. Ruiz intact, des mois gaspillés par un roulement sous une table à Londres. 03h45. Le soleil monte, illumine les casemates. Le dernier canon de 150 mm émerge, pointé vers la mer. Des servants allemands larment, silhouettes affairées. Harlan voit la menace. Ces tubes pourraient raser les barges sur Utah Beach, tuer des milliers. Il hurle « Le canon, prenez-le !» Ces hommes se ruent, rampant, tirant. Une MG42 répond, fauchant Ruiz. Le gamin s'écroule, gorge ouverte, gargouillis mouillé. Harlan sent la rage monter, froide. Il ramasse un M1 abandonné, chargeur à moitié vide. Il vise, presse, rafale. Un servant allemand s'effondre sur le tube. Mais les autres ripostent. Balles qui labourent la terre près de ses pieds. Il roule dans un fossé, souffle court. Le chaos psychologique frappe. Chaque ombre est un fantôme. Mikey en Sicile. Tommy peut-être en Italie. Et cette erreur, minuscule, qui rend tout futile. Il se redresse. 5 mètres jusqu'au canon. Un Allemand surgit, baïonnette levée. Harlan tire. Clic. Chargeur vide. Il frappe avec la crosse, sans le craquement du nez. L'homme recule, ensanglanté. Harlan attrape une grenade à sa ceinture, arrache la goupille avec les dents. Il la lance dans la casemate. 3 secondes. 1. L'explosion déchire l'air, flash aveuglant. Cris étouffés. Le canon se tait pour toujours. Tube tordu comme un jouet cassé. Harlan entre en rampant, fumée âcre dans les poumons. 4 corps allemands, inertes. Il arrache les mécanismes, bourre le tout de chédite. Une autre explosion scelle le sort. Mission accomplie. Mais à quel prix? 03h50. Le soleil est là, dur et impitoyable. Les derniers Allemands fuient vers l'intérieur des terres, laissant la pointe jonchée de corps. Harlan s'appuie contre une paroi de béton, cuisse bandée avec un bout de chemise. Ces hommes émergent des trous, épuisés, armes pendantes. 15 survivants sur 36. Hale traîne sa jambe, visage gris. Les blessés gémissent, sang poisseux sur l'herbe. En bas, les barges accostent enfin sur Utah Beach, sans les obus des 155. Des milliers de GI débarquent, indemnes grâce à cette escalade. Harlan regarde la mer couverte de navires. Des fumées montent, explosions lointaines sur Omaha. La guerre continue, mais ici, ils ont tenu. Les renforts alliés arrivent par hélicoptère et barge à 04h15. Médic qui court, brancard qui s'aligne. Harlan est le premier à être évacué, porté par 2 Rangers. « On l'a fait, sergent.
murmure Hale, serrant son poing. Harlan hoche la tête, voix rauque. « Ouais, on l'a fait. » Plus tard, dans un hôpital de campagne près de Sainte-Mère-Église, le colonel Rudder le visite. « Harlan, vous avez neutralisé ces canons. Sans vous, Utah était perdu. » Une Distinguished Service Cross glisse dans sa main. Ruban rouge sur fond blanc. Pas de discours, juste un regard. Ellis, l'adjoint, apprend pour la cartouche. Il pleure dans un coin, épaules secouées. « C'était rien, sergent. Juste une. » Harlan pose une main sur son épaule. « C'est la guerre. » On avance. Les corps sont comptés. 12 Rangers morts sur la falaise, 8 blessés graves. Les Allemands, 100 laissés pour les corbeaux. La pointe du Hoc devient un symbole. Les cartes le marquent comme prise à 06h30, comme prévu. Mais Harlan, c'est la vérité. Des mois de préparation, simulation en Écosse, briefing à Portsmouth. Pour qu'une cartouche oubliée sous une table transforme l'assaut en boucherie, elle a coûté des vies. Bloquer une arme au pire instant, forcer des décisions nues, sans filet. Harlan rentre en Amérique en 1945, boitant encore un peu. Brooklyn l'accueille, rue familière, pain frais le matin. Il reprend le garage, répare des voitures pour des vétérans. Pas d'histoires autour du feu, juste des faits. La guerre montre ça. Un détail humain peut détruire tout. Une fatigue, un roulement, et des mois s'effondrent. Mais la courage, c'est décider quand même. Avancer dans le chaos. Harlan l'a fait, et la Normandie s'en souvient.